Avec donc quelques minutes de retard, s'ouvre cette dernière table ronde de l'après-midi autour du développement d'une filière de formateurs de sécurité civile, de cette réforme, entre guillemets, enfin non pas entre guillemets, de cette réforme, avec une question, et je pense que pour enrichir le débat, on va répondre à cette question le plus rapidement possible. Commandant Testa, à tout et où des engagements de l'État? Question directe, réponse directe. Pour faire plaisir à tout le monde, comme tout le monde sait que l'État se désengage de tout, je vais vous répondre, c'est un désengagement. Comme ça, le sujet étant clos, on va pouvoir passer au vif. Si l'État se désengage, qu'est-ce qu'on va faire sans lui? Non, plus foncièrement, est-ce que c'est un réel désengagement ou plutôt un engagement sur d'autres domaines? Je vais redresser très rapidement, en 1 minute d'abord, comment on en arrive là et ce que ça veut dire. Il y a 10 ans de ça, la loi de modernisation de sécurité civile est arrivée. Avant, qu'est-ce qu'on avait? Voilà. Avant, on avait globalement une seule structure qui était en charge de faire les secours. Foncièrement, je vais faire très simple, c'est pas une guéguerre, c'était les sapeurs-pompiers. Progressivement, on a quitté ce modèle et on a intégré d'autres acteurs. C'est tout l'objet de la loi de modernisation de sécurité civile. On a aujourd'hui 3 grands acteurs. Celui qui existait auparavant, l'État, et 2 autres qui sont apparus. Le premier, le citoyen, acteur de sa propre sécurité. Je ne vais pas développer à outrance, c'était le sujet de ce matin. Le second qui nous intéresse ici, l'acteur qui est le citoyen engagé au travers d'associations qu'on a reconnues compétentes, les associations agréées de sécurité civile. Et ces associations sont aujourd'hui des partenaires à part entière de l'État pour un certain nombre de missions. Donc ça, c'est quand même une des évolutions fondamentales. Ça, premier constat. Deuxième constat. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'État a mis en place, en matière d'enseignement du secourisme, au travers de ses associations, un dispositif. Un dispositif à 3 étages. Je forme des gens au niveau technique, je mets dessus une couche de formateurs, et je mets par-dessus des formateurs pour former les formateurs, nos fameux moniteurs et instructeurs. Ces instructeurs, ils avaient une double casquette. Ils savaient enseigner toute la partie pédagogique et développer ce côté-là, l'évaluation, etc. Et ils avaient une seconde casquette, la conception. Concevoir des actions de formation. C'est tout ce que vous avez appris quand vous avez fait. Ça fait 30 ans qu'on a mis en place ce dispositif, qu'on l'a rénové, et qui repose, même si les noms n'étaient pas les mêmes, sur un dispositif qui formait des formateurs, sur un second, qui était joint à l'époque, qui formait des instructeurs. Pensé pour le seul enseignement du secourisme. Alors vous voyez une première incohérence, c'est que si avant on n'enseignait que du secourisme, les besoins qui sont apparus ici sont autrement plus larges que le seul secourisme. Vous en êtes tous conscients au travers de vos associations. Donc la réponse, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait et comment on va évoluer pour aller vers ça. Le deuxième grand tableau ouvert par la loi de modernisation, c'est de dire l'État est garant de la doctrine. Alors la doctrine, c'est quoi? On peut tout y mettre ou à l'inverse, rien y mettre. Alors je ne vais pas vous dire qu'elle est parfaite, je pense qu'on est plutôt dans les prémices d'une doctrine que dans quelque chose de complètement construit. Et pour cause, ça fait moins de 10 ans que la loi existe. La doctrine, c'est quoi? C'est être garant à l'État que les acteurs, entre autres les 2 qu'on a ici à l'écran, soient capables d'agir en cohérence, ensemble, sur les actions qui sont amenées à conduire, les opérations de secours en particulier. La doctrine, c'est pas vous dire comment enseigner, c'est pas vous dire comment faire une PLS, c'est pas vous dire quels moyens pédagogiques utiliser. Sinon, ça veut dire qu'en 30 ans, la seule chose qu'on a été capable de mettre en place, c'est des perroquets et des répétiteurs. Ça s'appelle un échec, si c'est le cas. Donc l'idée a été de s'appuyer sur cette filière mise en place et de lui donner une large autonomie. En ce sens, c'est un désengagement de l'État. L'État quitte la pédagogie, il ne vous dit pas comment enseigner, avec quels moyens, pendant combien de temps et en posant quelles questions. Il vous dit simplement les objectifs à atteindre. Il rentre dans son rôle, qui lui est fixé par la loi, la doctrine, les objectifs à atteindre. Une doctrine, c'est ça. Comment vous allez les atteindre? C'est ces gens-là, c'est leur boulot. C'est à eux de concevoir. Une fois qu'ils auront conçu, c'est à ceux-là de mettre en musique, aux formateurs. Ça, c'est leur travail. Le formateur, on le sort de son rôle de perroquet
et on le rentre dans son vrai rôle de formateur. Choisir les bons outils face à son public, face aux objectifs qu'il a à atteindre. Et on le rentre dans son deuxième rôle, qui était passé sous silence jusqu'à maintenant, celui de dire à un moment, je sors le carton rouge ou je sors le carton vert, je certifie, il est bon ou il est mauvais. Et je lui donne ou pas le diplôme pour exercer. Donc là, oui, il y a un désengagement d'un côté, il y a une certaine libéralité dans la façon d'aborder la pédagogie, l'enseignement, mais derrière, il y a une autre volonté. Il y a une volonté de les organismes qui ont des besoins en formation, dans tout un tas de domaines, actifs là-dedans. Ils le font déjà aujourd'hui. Tous les organismes auxquels vous appartenez font des formations qui sont réglementaires, PS1, PSE2, et font d'autres formations qui n'existent pas dans la réglementation, mais qui sont un réel besoin pour vous et pour eux sur le terrain. Donc foncièrement, il n'y a pas de problème. Ils savent concevoir, ils savent mettre en place ces outils. L'État s'étant désengagé du temps qui passe là-dessus, on va pouvoir se consacrer à autre chose. À satisfaire les besoins là où ils existent. Alors, un exemple, sur ces filières de formateurs, je les ai résumées à côté. Bon, il y a celles qu'on connaissait. Éduquer les citoyens, former la partie opérationnelle des secours, puis il y en a d'autres qui sont apparues. Sauvetage aquatique en milieu naturel. Ça, c'est le résultat, par exemple, d'un désengagement de l'État d'un côté, vous dire comment enseigner, mais un engagement de l'autre côté, répondre à une attente des publics, 500 morts sur les plages tous les ans, et répondre de l'autre côté à une démarche active de la part des associations qui, parce qu'il y avait des problèmes, parce qu'elles avaient des besoins, se sont investies. Et parce qu'elles se sont investies, de l'autre côté, on reconnaît leur investissement parce que leur personnel qu'elles ont formé vont avoir des dispositions d'équivalence pour retrouver des diplômes. Ça ne veut pas dire que chaque fois que les associations vont créer des formations, l'État va créer des diplômes. Ça veut dire que quand les besoins des uns correspondent aux besoins de l'autre, là, il y a matière à créer des diplômes. 500 morts sur les plages, c'est un problème pour les maires. C'est avant les maires un problème pour les familles qui perdent des proches. Là, il y a moyen d'avancer et d'aller sur quelque chose. De l'autre côté, la démarche, elle consiste aussi à ne pas faire, comme on avait jusqu'à maintenant, un formateur qui soit juste en mesure d'enseigner une action de formation. La PAE3 permettait d'enseigner le seul PSC1. 50 heures d'enseignement de pédagogie pour vous permettre de dispenser 7 heures de formation. En termes de rentabilité, je pense qu'on peut faire mieux. En revanche, de trouver des gens qu'on rend formateurs dans un domaine où il y a quelque chose de cohérent enseigné, quelque chose de commun, là on commence à rentabiliser. Donc ça, c'est des nouvelles évolutions. Certes, d'un côté, on s'est désengagé, mais on va remettre de l'autre côté, au bénéfice là, des associations en premier lieu et des bénévoles qui prennent du temps pour être formés, des moyens de pouvoir multiplier leurs enseignements. À terme, la filière verte ici, prévention et secours civique, c'est pas enseigner les gestes élémentaires de secours. Foncièrement, on s'en moque. C'est éduquer les citoyens à l'ensemble des attendus en matière de sécurité civile. Certes, les gestes de secours, mais si avant on pouvait éviter d'avoir à pratiquer les gestes parce que ces gens-là ont été formés, informés, initiés en matière de prévention des risques qu'ils rencontrent au quotidien, ça, c'est aussi une plus-value. Et le troisième volet, c'est dans des situations d'exception, si ce citoyen est éduqué, formé, et qu'il est capable d'être autonome dans un certain cas, on aura atteint notre objectif, parce que l'outil de secours qui, à ce moment-là, sera fortement sollicité, il sera sollicité à bon escient, parce que le citoyen sera autonome, résilient, vous imitez le terme que vous voulez. Donc cette personne, ce n'est pas quelqu'un capable d'enseigner la PLS, c'est quelqu'un qui devrait, à terme, si les associations s'emparent de l'outil, être capable de vulgariser tous les messages de sécurité civile. C'est un vulgarisateur, un simplificateur, quelqu'un qui devrait être capable de s'adapter à tous les publics, de tout âge, de toutes origines, de toutes conditions. Aujourd'hui, on n'est pas encore totalement dans cette démarche. L'outil est prêt. Maintenant, l'État a fait son rôle. Il attend de voir ce que ça va donner. Et on pourrait étendre, avec ce dispositif, sur tous les besoins qui, petit à petit,
vont être soit identifiés par l'État en matière de sécurité civile, soit à l'inverse, identifiés par les associations quand elles sont proactives, et parce que ça correspond aux besoins de tous, repris dans les textes réglementaires avec des dispositifs d'équivalence. Voilà globalement le principe et le concept qui se met en place. Avantages, inconvénients, risques, comme toujours, plus de liberté, plus d'autonomie, ça nécessite, de la part de ceux qui l'ont, beaucoup plus de responsabilité. Ça veut dire du travail. Ah, ça, peut-être que ça peut gêner. Je l'admets, il n'y a pas de souci. Peut-être que pour certains, c'est aussi des volumes de travail qui peuvent être insurmontables. Donc pour y remédier, il y a d'autres dispositifs qui permettent aussi à ceux dont c'est une priorité de partager ce qu'ils ont fait s'ils le souhaitent. Et à ceux qui n'ont pas les moyens de le faire, de pouvoir s'approprier ce que d'autres ont fait. C'est pour ça qu'on a distingué deux niveaux entre l'agrément de la structure et l'agrément des outils de formation. La structure, c'est votre association, votre fédération. Il faut qu'elle ait le droit de faire pour pouvoir faire. Et à l'intérieur, elle dispense des enseignements, vos fameux référentiels de formation, qui ont nécessité du temps, qui pour vous sont des priorités, pour d'autres sont peut-être secondaires, mais qui, à partir du moment où les uns autorisent les autres à l'utiliser, permettent à tous d'y trouver leur choix. Dit autrement, libre à vous de vous regrouper pour faire un objet commun. Voilà globalement les objectifs de cette réforme. Un désengagement sur le détail, mais un réengagement petit à petit sur là où on devrait être et où peut-être on n'est pas assez présent, la doctrine, et dire ce que l'on veut et ce que l'on attend. Soit parce qu'on l'identifie, soit parce que vous l'avez identifié sur le terrain et qu'on va le reprendre. Merci, commandant. On l'aura compris, on ne peut pas répondre simplement à la question de l'engagement ou du désengagement de l'État, puisque c'est un petit peu plus riche que ça. Vous avez dans vos propos expliqué que si l'État offrait plus de liberté, eh bien, il offrait également plus de responsabilité à l'ensemble des acteurs de la sécurité civile sur ces sujets. Eh bien, on va faire ça exactement. On va donner la parole à ceux qui sont impactés par cette réforme. On va commencer par les SDIS avec vous, docteur Pato. Qu'est-ce que ça veut dire pour un SDIS ou pour les SDIS de France que d'absorber, d'appliquer, de mettre en œuvre, de subir, de je ne sais pas quoi, cette réforme? Oh bah, il fallait bien que je donne la balle. Alors vous ne la subissez pas. Comment la mettez-vous en œuvre et quels sont les avantages et les inconvénients? Puisque je crois que le commandant Testa l'a montré, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Quels sont-ils pour vous dans les SDIS? Alors, dans les SDIS, essentiellement les avantages, et je rebondis sur ce qui a précédemment été dit, c'est de pouvoir, je dirais, être libre de notre enseignement, de notre contextualisation, et donc de ne plus avoir à se voir imposer, je dirais, des scénarios pédagogiques trop rigides qui ne correspondraient pas au contexte dans lequel on travaille. Je prends pour exemple ce qu'on avait jusqu'à présent, qui était un progrès immense quand on les a vus sortir dans les années 2000 avec nos PSE. Ça, c'était vraiment quelque chose il fallait que ça sorte et c'était sorti. Des choses qui correspondaient à des unités d'enseignement qui étaient des emplois de DPS et c'était très très clairement écrit dedans, avec des scénarios pédagogiques relativement contraints pour ce type d'emploi. Alors, réglementairement, effectivement, il faisait partie de nos formations. Ça posait quelques problèmes. Beaucoup de SDIS se sont adaptés. On complétait les enseignements, comme le disait fort justement le commandant Testa, avec ce qui nous manquait, mais on restait quand même contraint avec une formation globalement unitaire sur toute la France. Alors je crois que les deux tables rondes précédentes ont bien noté que la compétence, ce n'était pas une application de scénario pédagogique stricte, mais qu'il fallait qu'on sorte de là. Cette réforme récente nous permet justement, tout en gardant une unité de doctrine, puisque ça c'est primordial, dans l'émission des SDIS de surcroît, mais aussi dans le respect des techniques, puisqu'on a libéralisé, on a bien séparé d'un côté les techniques et de l'autre la pédagogie, nous permet d'adapter nos formations justement à ce dont nous avons besoin. Nous avons beaucoup de formateurs dans les SDIS, on n'est pas en formation grand public, on est encore sur un autre domaine, et je crois que c'est vraiment une évolution dans les suites assez logiques de ce qu'on a vu depuis le début des années 90, une évolution très très favorable pour nous. Maintenant, je pense qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'on pourrait faire, c'est clair, mais je pense que la voie est la bonne, et en tout cas, à nous de nous en servir.
Et puis cette grande opportunité de pouvoir aussi bénéficier les uns les autres de ce que chacun a fait, si on reste dans un dispositif PSE1 et PSE2, permettront dans les contraintes actuelles des SDIS très difficiles en termes de temps de travail, en termes de financières, pour pouvoir monter sous des dispositifs, de pouvoir partager ensemble sur des contextes très proches nos formations. Je pense que c'est un grand progrès pour nous, en tout cas pour le moment. Côté SNSM, le commandant Testa a cité un exemple qui est le sauvetage, le sauvetage aquatique en milieu naturel. Est-ce que vous voyez également, côté SNSM, cette réforme comme un atout et comme la capacité justement à développer des savoir-faire spécifiques, et puis comment les capitalise-t-on alors, dans le domaine qui est le vôtre, dans le domaine de la mer ou dans le domaine aquatique en général? Donc nous collé ouais, à la peau. Nous vivons ça comme une opportunité. Nous avions un grand besoin de formateurs en milieu naturel. C'est une formation qui, dans les faits, existait, mais n'était pas formalisée. Ça va permettre à de nombreux formateurs d'être reconnus avec un diplôme, sans passer par le secourisme pour ça, et de proposer des filières de formation plus adaptées à nos besoins. Voilà. Alors, on va passer la parole à votre voisin de gauche, et on y reviendra sans doute sur la SNSM et sur les milieux particuliers. Pour l'instant, Christophe Talmet, les deux interlocutrices qui ont pris la parole nous expliquent que cette réforme n'a aucun inconvénient, ou alors elles n'ont pas jugé utile de les souligner. On parlera des inconvénients pour la SNSM ensuite. Quid pour la Croix-Rouge? Quels avantages y voit-on à la Croix-Rouge d'appliquer cette réforme et d'avoir donc plus de liberté? N'y a-t-il que des avantages ou quel est le revers de la médaille? Mais est-ce qu'on peut vraiment d'ailleurs parler de revers de la médaille? Est-ce que ce n'est pas simplement les compétences, comme le suggère le commandant Testa, les compétences de ce transfert de responsabilité? Moi, je pense que c'est cette démarche de confiance que nous fait l'État vis-à-vis du monde associatif pour mettre en place ses propres référentiels, en tout cas de développement de formation, cette autonomie, ça permet d'être en réalité avec le terrain d'association, du métier qu'on fait, entre guillemets, si je peux m'en parler du métier. Ça, c'est une phase importante, c'est-à-dire qu'on n'est pas effectivement, c'est pas une application psychorigide de choses qui ne correspondaient pas forcément à ce qu'on fait sur le terrain. Donc ça permet cette liberté d'action et d'appliquer, donc en fonction de... Les techniques restent les techniques, mais d'appréhender la pédagogie ou l'apport de connaissances selon les besoins de l'association. On répond bien à des besoins et aussi à des attentes du grand public, c'est sûr, mais à des besoins. Donc ça, c'est une liberté d'action qui me semble intéressante. Et cette séparation entre l'apprentissage du métier, entre guillemets, c'est un grand mot, de pédagogue, avec la pédagogie initiale commune, qui permet d'avoir des bases de la matière, de pouvoir les adapter en fonction d'une spécialité, ça me paraît intéressant. C'est une unité de valeur acquise qui permet après d'appliquer selon différentes spécialités à enseigner sans repasser par tout un cursus. Je pense que pour le monde bénévole associatif, c'est quand même assez intéressant. La contrainte, c'est, je dirais, c'est ce qu'a souligné le commandant Testa, c'est chacun est autonome chez soi. Ce qui est important, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on soit qu'autonome chez nous, mais qu'on puisse partager avec les autres associations pour éviter les non-reconnaissances que je sens plus ou moins venir, dans le sens où tu as été formé par un tel, est-ce que ça a la même valeur que chez moi? Bon, implicitement, ça existait déjà peut-être un petit peu avant. Cette réaction, elle est très française, j'allais dire, mais on arrivait à partager ensemble, et je souhaite qu'on continue à partager ensemble. C'est vrai que l'examen où la structure de l'État qui était mise en place avant permettait de dire, bah oui, effectivement, il a le même diplôme, il a la même reconnaissance. Maintenant, l'autonomie donne la même chose. Sauf que c'est un travail, nous, monde associatif ou organisme d'État, à se reconnaître mutuellement et pourquoi pas à partager. Chacun, chez l'un ou chez l'autre, il y a des choses à prendre. Et c'est là-dessus où peut-être qu'il y a du travail à faire, peut-être. Peut-être, c'est juste une réflexion. Mais alors, je vais donner la parole tout de suite à la FNPC. Est-ce que côté FNPC, on partage le point de vue de la Croix-Rouge, puisqu'il y a des
comment dire, des similarités évidentes entre les deux structures. Et puis ensuite, je voudrais qu'on parle d'un sujet, mais ce sera... Alors, c'est en train de se rallumer. Je voudrais qu'on parle d'un autre sujet ensuite, qui est l'effort nécessaire dans les différents organismes pour mettre en place cette réforme. Puisque, à vous entendre pour l'instant, les uns et les autres, certes, il y a un effort, mais qui ne semble pas être un frein à la mise en place de cette réforme. Donc, on abordera ce point une fois qu'on aura entendu Pierre de Villouttret. Moi, je vais vous les donner, les inconvénients, si vous ne voulez pas les dire. Moi, j'en ai plein. Ok. Pour ce qui est de la FNPC, la mise en place des filières de formation de pédagogie initiale commune et de pédagogie appliquée aux emplois ne s'est pas traduite par une révolution sur le fond, puisque ces formations, cette filière a permis de bien mettre en évidence le caractère transposable des compétences acquises lors du PICEF à toutes les PAE possibles et imaginables, PAE PS et PAE PSC, demain peut-être PAE SSA ou PAE formateur de formateurs. Donc ce caractère transposable que vous citiez tout à l'heure, mon commandant, est bien mis en évidence auprès de nos participants quand on les a en formation. À tel point même que la FNPC a déjà pris en compte la pédagogie initiale et commune de formateurs pour instituer en interne des formations de pédagogie appliquée à l'emploi de formateurs en premier secours canin, ce qui est une formation interne délivrée au sein de la FNPC dans ce domaine, et de formateurs à la maraude. Ce sont deux référentiels purement internes de formation que la FNPC est en train de mettre en place et pour lesquels on s'appuie sur la pédagogie initiale et commune de formateurs. Donc pour nous, l'intérêt souligné tout à l'heure par le commandant Testa apparaît comme évident. Peu de difficultés de contextualisation lors des PAE. Par contre, et ça ne change pas par rapport à ce qui était déjà le cas avant, une nécessité pour les formateurs, les futurs formateurs, d'avoir une technicité très pointue liée au fait que les formations finalement vont assez vite et que la maîtrise parfaite des contenus techniques finalement n'est pas négociable pendant la formation et parfois on n'a même pas forcément le temps de revenir sur des grosses lacunes, ce qui se traduit par finalement des difficultés. Une évolution majeure cependant, c'est l'évaluation finale lors de la PAE. Je ne vous rappellerai pas comment ça se passait avant, avec l'examen, une épreuve, tirage au sort, un jury, etc. La nouvelle mouture responsabilise davantage les formateurs de formateurs, puisque l'un des critères d'évaluation lors du jury qui va se réunir pour examiner les dossiers, la conformité de ce qu'ont fait les formateurs pour évaluer leurs participants par rapport au référentiel interne de formation et de certification de la structure, cette conformité-là, elle fait partie des critères sur lesquels le jury doit se positionner. Si les formateurs de formateurs n'ont pas bien fait leur travail, l'avis de l'équipe pédagogique risque fort de ne pas pouvoir être entériné par le jury d'examen. Cette responsabilisation des formateurs, et les organismes qui ont pris la parole avant moi l'ont dit, s'est traduite par une complexité aussi bien quantitative que qualitative de leur travail. Avant, finalement, c'était simple, on formait, on faisait des mises en situation et puis on se reposait sur le jury pour faire la certification.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La certification, la sommation en tout cas, et l'avis de l'équipe pédagogique repose sur les formateurs. Et il est de leur responsabilité de garantir une équité entre tous les stagiaires. Et de ce fait, de mettre en place un suivi quotidien extrêmement rigoureux. Et ça se traduit par un temps administratif qui est important. Et ça, tous les formateurs de formateurs, en tout cas pour les ADPC, nous l'ont remonté. Une autre difficulté, et ça c'est un point purement administratif, et du coup je salue la présence parmi nous du commandant Testa qui va peut-être pouvoir nous éclairer sur une question que un certain nombre de formateurs nous posent et auxquels on a un peu de difficulté à répondre. C'est sur le décret de 92 qui parle de la formation moniteur des premiers secours et où on voit que certains articles de ce décret, alors je ne les ai pas tous cités pour des raisons de visibilité, mais certains articles, le premier ou le troisième, sont modifiés. Alors le premier est modifié par un arrêté. Déjà, ça interpelle nos formateurs. A fortiori, quand cette modification prend en compte uniquement l'arrêté du 4 septembre relatif à la PAE-PSC et non pas l'arrêté du 3 septembre relatif à la PAE-PS. Alors pourquoi ce choix ? Alors peut-être que c'est juste une coquille dans le site de Légifrance. Bon, j'y ai été ce matin sur la version consolidée sur Légifrance. Bon, c'est peut-être juste une coquille malgré tout. Bon, l'article 3 qui est modifié par le décret, qui malgré tout dit toujours que l'équipe pédagogique est composée d'un instructeur pour 10 stagiaires. Donc on voit qu'il y a un article qui est modifié par un arrêté, mais l'article 3, l'article suivant, qui lui ne prend pas en compte le nouveau ratio formateur-participant. Et enfin l'article 11 où on parle encore du fait qu'un moniteur de premier secours qui est lui-même titulaire, mettons du PSE ou du certificat d'activité de premier secours en équipe, est lui-même en mesure de l'enseigner, même s'il ne possède pas la PEPS. Voilà, donc c'est des contradictions alors c'est purement administratif, ça ne remet absolument pas en cause la vision globale de la filière présentée tout à l'heure par le commandant Testa, mais c'est vrai que ça nous pose des soucis. En guise de conclusion, atout des engagements de l'État, je rejoins ce qui a été dit sur le côté désengagement de l'État. Depuis 2007, on l'a vu sur les PSE. Désengagement qui s'est poursuivi avec les PAE. Malgré tout, il y a quand même cette contrainte de jury sur dossier. Alors, beaucoup d'ADPC nous ont monté des difficultés pour pour aider les préfectures à constituer ces jurys, notamment s'agissant du médecin, au regard de son utilité lors d'un examen purement des dossiers papier. Malgré tout, le désengagement de l'État, pour nous, c'est vraiment un atout, finalement. Un atout, puisqu'on responsabilise les formateurs, on responsabilise les organismes. Ça permet une souplesse, une adéquation aux besoins du terrain. Et finalement, je rejoins le commandant Testa dans son analyse sur l'État fixe la doctrine, valide et agrée les référentiels internes de formation et de certification des organismes. Et après, la souplesse, liberté, autonomie sont laissées aux organismes. Après, il y a peut-être ce point purement administratif de décret, de cohérence, qu'il serait peut-être utile de mettre en cohérence dans les années à venir. Merci. Commandant ? En séance ou pas ? Attendez. Si vous pouvez me le remettre à l'écran, parce que... Moi, je veux bien lancer, mais vous allez souffrir. Je vous le dis tout de suite. Je vais commencer avec le premier, parce que je l'ai mémorisé de tête. Pourquoi l'article 1 du décret 92-514 a été modifié par un arrêté du 4 septembre 2012, modifié lui-même? Moi, je veux bien vous répondre. On va faire un cours de légistique. La légistique, c'est l'art d'écrire le droit. Alors, il est dit dans l'article 1er du 4 septembre que le terme formateur en prévention et secours civique pour le 3 septembre ou formateur en prévention formateur au premier secours, ces nouvelles appellations, le texte dit se substitue à l'appellation de moniteur des premiers secours. On n'a pas modifié la volonté du décret, qui est un texte de niveau supérieur à un arrêté, on a modifié une simple appellation pour offrir de la lisibilité. La jurisprudence du Conseil d'État de 2000 précise que dans ce cas, on peut modifier une disposition de niveau plus élevé par une disposition de niveau moindre. C'est pour ça que vous voyez ce marquant. Le logiciel de Légifrance ne permet pas de mettre deux arrêtés
pour la modification d'un seul texte. C'est pour ça qu'il apparaît celui du 4 et pas celui du 3 ou l'inverse. Ça, c'est pour le premier point. Je peux vraiment pas avoir le deuxième parce que je m'en souviens plus là, en revanche. Ah ouais, non, mais si la technologie fait défaut, alors là... Je vais passer la parole à SNSM pendant que vous cherchez la réponse. Ouais, je cherche la deuxième, je vais vous dire. Alors, pendant que le commandant Testa fait ses devoirs pour chercher la réponse à la deuxième question, Madame Matteo, je vous ai vu réagir lorsque j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème ou que visiblement il n'y avait pas de problème à l'application de cette nouvelle réforme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quel type de problème on rencontre à la SNSM pour appliquer cela? Aucun problème, c'est simplement des contraintes. Alors, quelles contraintes, excusez-moi? Des contraintes, c'est que nous sommes une association où nous nous appuyons sur les bénévoles pour produire les référentiels notamment. Ce sont aussi les bénévoles qui mettent en place les formations. Et du coup, c'est un gros investissement temps et pour l'association que de les réunir, les faire produire, les faire travailler et les inciter à mettre en place un maximum de formations. Voilà, c'est juste une contrainte dans l'écriture des documents. Cette contrainte de temps, si je peux me permettre avec de préciser peut-être un petit peu ma question ou de la déplacer, je la poserai également à la Croix-Rouge française. Est-ce que cette contrainte de temps, elle n'est pas contrebalancée par un intérêt intellectuel parce qu'on charge une équipe pédagogique, non pas uniquement, et ça a été dit un petit peu tout à l'heure par le docteur Pato, non pas uniquement à transmettre un savoir, mais également à fabriquer la manière de le transmettre et à fabriquer également les connaissances? C'est plus que contrebalancé. On y trouve largement notre compte. En fait, ça va nous permettre d'adapter dans tous les domaines de la SNSM, former des formateurs qui vont pouvoir avoir le choix des parcours. On met en place aussi le même système sur des formations qui ne sont pas des PAE de sécurité civile actuellement. Par exemple, on a des formateurs qui vont devenir des formateurs océans, c'est-à-dire pour former les nageurs sauveteurs sur les côtes dangereuses ou au marine jet ou chez les sauveteurs embarqués, on peut voir une PAE d'équipier vedette ou de patron vedette. Donc on va pouvoir décliner cette formation et tous les sauveteurs de la SNSM passeront par cette base commune qui est le PICF et auront le choix des PAE et des parcours de formation. On était sur un mal nécessaire. Quand je dis mal nécessaire, dans le sens, ce compromis, et je crois que le commandant Testa l'a un petit peu présenté, ce transfert de responsabilité s'accompagne forcément à la fois de côtés positifs que sont la capacité, et vous l'avez très bien montré, de spécialiser vos formations et pas uniquement dans le domaine de la sécurité civile ou pas uniquement dans ce qui est prévu aujourd'hui dans les textes. Mais est-ce que justement, donc, le mal nécessaire, c'est pas de passer par cette étape d'écriture et qu'en fait, on est en train de changer un petit peu le métier de l'équipe pédagogique? L'un ou l'autre? Je pense qu'à un moment donné, il va falloir sortir justement de ce côté un petit peu trop réglementaire, un petit peu trop, excusez-moi mon commandant, hein, un petit peu trop tatillon sur le texte. Je pense qu'à un moment donné, il va aussi falloir raison garder. Tous, je pense, voulons former des gens qui soient compétents dans nos DPS, à bord de nos bateaux ou à bord de nos VSAV. Je crois que ce que nous propose l'État à l'heure actuelle, c'est de nous laisser cette responsabilité et je suis intimement convaincue que personne ne voudra faire mal. Donc à un moment donné, cette confiance qu'on nous donne, il va falloir qu'on la prenne et je crois que nous avons les capacités au sein de nos associations, que nous avons les ressources au sein de la plupart de nos associations, justement d'y aller au-delà d'un problème d'écriture, au-delà d'un problème de est-ce qu'il faut que je mette une virgule là ou est-ce qu'il faut que je la mette là, est-ce que ça va être réglementaire, est-ce que ça va pas être réglementaire. Non, il faut passer ce cap-là et se dire on a une opportunité majeure de montrer ce qu'on sait faire depuis des années, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit la SNSM, que ce soit la PC ou nous. Enfin, ça fait des années qu'on met des gens à sauver du personnel, ça fait des années qu'on les forme. Il ne me semble pas qu'on en type plus qu'avant.
quoi qu'on en dise. Et là, ce qui nous est offert, c'est cette opportunité de montrer notre savoir-faire en libéralisant les choses, certes avec un petit peu d'écriture, mais l'écriture reste relativement assouplie parce qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de la virgule, jusqu'au bout de ces scénarios pédagogiques qui étaient très lourds jusqu'à présent. Et je pense que c'est ça que nous offre cette réforme. Alors oui, ça passe effectivement par l'écriture. Ça passe parce que vous avez dit tout à l'heure, effectivement, un changement de représentation et probablement remettre ce qui était avant dans l'instructeur de secourisme, qui était de la conception pédagogique. Oui, c'est faire de l'ingénierie pédagogique, mais bon sang, une équipe pédagogique, elle sert à ça, à faire de l'ingénierie pédagogique pour son institution, pour son organisme, et c'est ça que ça nous offre. Alors après, que ça s'appelle PICEF, que ça s'appelle autrement chez nous, que ça s'appelle... On s'en fiche. Le but, c'est effectivement qu'on puisse aller vers cette capacité de montrer notre savoir-faire, et on sait faire. Je pense qu'on sait faire. Après... Pour ça, il n'y a pas forcément besoin de grands textes de l'État, et l'État nous a permis, fort heureusement, d'y aller. Enfin, il me semble. Christophe Talmet, même position. Oui, je complète en disant, effectivement, c'est un changement culturel. Donc à chaque fois qu'on a un changement culturel, on reste toujours dans ses habitudes. Donc c'est difficile de passer le cap. Mais bon, en ce qui concerne la Croix-Rouge française, le principe d'une pédagogie initiale suivie d'une PAE, ça fait 15 ans qu'on l'a mis en place, donc c'est pas nouveau pour nous, parce que ça correspondait à un besoin de l'association. Donc cette pratique-là, on a donc ce recul et cette expérience, et on s'est aperçu qu'avec le temps, si on parle d'écriture, si on parle d'équipe pédagogique, d'abord on a tous des équipes pédagogiques dites nationales qui nous autorisent l'État et qui sont aussi dans ce travail. Donc ils sont acteurs de la réalisation de leurs référentiels et de les formations, c'est-à-dire qu'ils participent. Ils ne sont pas uniquement, comme disait tout à l'heure, je reprends l'expression de Fabien Testan, perroquets. Ils ont réfléchi à l'action, ils l'ont construit, ils l'ont écrit eux-mêmes, ils le font évoluer. Nous encore, nos référentiels on les fait évoluer, ce qui me vaut des échanges téléphoniques avec le commandant de Testa, parfois passionnés. Mais c'est pour ça qu'on fait évoluer les choses. Le monde associatif, c'est là pour ça. Donc je pense que c'est un effort au départ, mais c'est un formidable travail, et on s'aperçoit qu'il y a dans nos associations, parmi nos bénévoles, ils se sentent complètement impliqués, puisque c'est eux qui participent à la construction de ces documents, et que toutes les compétences qu'on a parmi eux, ça fait la force d'une équipe. Enfin, je trouve que voilà, c'est un travail au départ, c'est un changement culturel, il faut s'y mettre, c'est vrai, faire les référentiels, et puis parfois répondre à la virgule que veut l'État, mais bon, on le fait, hein. Mais bon, ça a sûrement un sens de reconnaissance au niveau national, donc on peut comprendre ça. Mais je pense que, voilà, comme je suis assez d'accord avec le docteur, hein, il faut y aller. C'est une opportunité. Donc faisons évoluer. Et je ne pense pas que l'État soit fermé, bien au contraire. En tout cas, moi j'en suis témoin. Sur les évolutions qu'on peut apporter suite à l'expérience qu'on vit et le retour du terrain, les apports qu'on apporte, en tout cas à travers les organismes, sont pris en compte. Ça prend du temps, mais ils sont pris en compte. Je voudrais aborder... Alors, comment ça? Est-ce que vous voulez répondre au point légal, législatif soulevé? Oui, j'avais d'abord quelque chose. Alors, je vais répondre à la légistique, là, parce que ça intéresse tout le monde. Et de l'autre côté, à un autre point. Il y a des textes qui sortent. Vous avez des textes qui sont sortis en 90, ceux que vous avez connus, avec lesquels vous êtes nés en matière de secourisme. Vous avez ceux d'aujourd'hui. Un texte n'est pas figé dans le marbre. Un texte, il doit répondre à un besoin, au vôtre en premier lieu, et avant même ça, peut-être à celui de l'État, quand il a des besoins. Les textes qui sont sortis aujourd'hui, ils sont là pour 10, 15 ans. 15 ans en moyenne. Dans 15 ans, ils seront inadaptés à ce que vous aurez besoin. C'est une certitude. Il faudra remettre le métier sur l'ouvrage, parce que les problèmes réglés par ce texte vont vous permettre d'avancer jusqu'à une certaine limite, celle de ces textes. Dans 15 ans, vous serez en limite. Il faudra autre chose pour vous permettre de continuer d'avancer. Et chez les acteurs, il y en a deux types. Il y a ceux qui appliquent le texte et c'est ceux qui réfléchissent à leurs besoins. Pour les premiers, ça s'appelle le changement de texte une révolution, et pour les seconds, ça s'appelle une évolution. Donc là encore, les organismes qui ne vont pas anticiper, réfléchir à leurs besoins, les faire remonter, peut-être en interne commencer à préparer, c'est sûr qu'à un moment, ils ont une sacrée phase de changement. Mais un texte, et c'est pareil de partout, hein, vous le voyez pour le secourisme qui vous intéresse en premier lieu, mais vous pouvez le mettre dans tous les domaines, c'est toujours la même chose. On crée un texte pour répondre à un besoin, il répond aux besoins et crée d'autres problèmes. On remettra un texte pour aller plus loin. On gommera des défauts, peut-être qu'on en créera d'autres. Ça, c'est tout le travail et toute la limite du travail qui est fait en partenariat.
Bien évidemment, on voit des défauts, il en remonte, on passe à côté de certains. Si ces défauts et ces problèmes ne remontent pas régulièrement à l'État, il est évident que le texte qui est aujourd'hui posé, il ne sera pas modifié. Si demain, il remonte de tout le monde ou d'une grande partie des acteurs des problèmes sur les textes, on va les faire vivre. Maintenant, il est évident que faire vivre un texte qui repose sur des grands principes, c'est plus facile à faire vivre qu'un texte qui contient 500 000 détails. Après, il y a des limites. Pour la légistique, comme ça intéresse beaucoup de monde, alors, le deuxième point concernait le taux d'encadrement qui était fixé dans le décret de 92 à un médecin qui dirige et un instructeur, et au minimum un instructeur. Disposition qui a été modifiée par le décret de 97. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir saisi le problème, mais si le problème il est de dire aujourd'hui on ne fait plus comme ça, c'est ça? On fait autrement comme c'est indiqué dans les arrêtés, c'est bien ça? Ok. Donc j'avais saisi, oui, on fait comme c'est indiqué dans les arrêtés. Est-ce que les arrêtés sont contraires au décret? 1 pour 10 minimum, la moyenne dans les arrêtés est au-dessus du minimum requis, donc conforme à la réglementation, puisqu'on est à 1,4 en moyenne. Pas de défaut de mathématiques. Pour ce qui est devenu des instructeurs, les textes du 12 août 2012 sur le formateur de formateur et le concepteur disent que celui qui est instructeur, aujourd'hui, se voit délivrer 2 autres diplômes qui portent d'autres noms, concepteur et formateur de formateur. Donc là encore, on a notre lien juridique qui s'est fait non pas comme le premier sur une substitution d'appellation, mais sur une continuité. Alors pourquoi? Simplement parce qu'à terme, on va gommer les instructeurs, parce qu'ils sont pensés que pour le seul secourisme, et avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'objet est d'élargir sur tous les besoins. Donc le terme instructeur national de secourisme, la prochaine modification de texte, elle va supprimer le terme, et la seconde, elle abrogera le décret. Et là, on aura un nouveau dispositif complet. Donc le premier, il est conforme à la réglementation, puisqu'il est mieux disant, et il fait le continuum. Et pour le dernier point, que le formateur peut enseigner le moniteur à l'époque seulement si lui-même dispose des qualifications correspondantes. Foncièrement, cette disposition est toujours respectée, puisque un formateur en PSC doit lui-même posséder le PSC. Un formateur au premier secours doit lui-même posséder les diplômes de premier secours, et ce principe très pragmatique a été étendu à tout le reste de la filière et des autres filières qui se forment. En revanche, à la différence de ce qui était dans les premiers textes, autrefois, le simple fait de posséder le CFA-PSE permettait à un BNMPS d'enseigner le CFA-PSE. Aujourd'hui, et depuis 2007, le principe est resté conforme au décret, c'est rajouter une brique qui est de dire « montrez-moi qu'en tant que formateur, vous puissiez enseigner le CFA-PSE. Si vous êtes déjà formateur, c'est le cas de l'arrêté du 3 septembre qui vous dit « vous êtes déjà formateur en prévention et secours civique, vous pouvez bénéficier d'une exonération du taux d'encadrement de la durée de formation pour aller directement au diplôme. Libre à vous de l'utiliser ou pas. » Cette utilisation, c'est quoi? Si je retourne le problème, ça s'appelle un bilan de compétences. Montrez-moi que vous savez faire comme on l'exige pour ceux qui doivent faire, et vous aurez le diplôme. En revanche, les horaires de formation restent pour ceux qui vont directement sur une voie opérationnelle et qui ne vont pas chercher une voie citoyenne. Je vais rebondir sur ce dernier point, parce que je pense qu'il... Non, vous inquiétez pas, me lancez pas des yeux noirs, vous allez voir. Je vais rebondir sur ce dernier point parce que j'ai l'impression qu'on reboucle, docteur Pateau, un petit peu avec ce qu'on a dit sur la table ronde précédente, à savoir que on n'est plus dans la recherche des équivalences entre des diplômes, mais on sent une mutation lente, mais sans doute sûre, vers l'apport de compétences, l'acquisition de compétences, et puis dans un troisième temps, et c'est peut-être ce qui est en train de se dessiner, comment on fait pour évaluer ces compétences, pour ensuite, si c'est nécessaire pour passer de la Croix-Rouge à la SNSM, c'est-à-dire changer complètement de milieu, ou pour passer du sauvetage canin à la Croix-Rouge, donc changer encore complètement de milieu, pour donc acquérir les compétences qui manquent. Est-ce que cette analyse vous semble... Est-ce qu'on est là-dessus ou pas encore? Alors,
Moi, je la vois en filigrane, effectivement. Pourquoi en filigrane? Parce que je pense qu'elle est clairement écrite par la possibilité de penser plusieurs riffs pour un RIC. Je ne verrai pas d'opposition à ce que un équipier Croix-Rouge arrivant sapeur-pompier volontaire nous montre ce qu'il sait faire et que nous puissions complémenter sa formation. D'ailleurs, c'est tout à fait dans le sens de ce qui est voulu, ne pas multiplier les heures de formation inutiles pour l'engagement citoyen, mais qu'il nous montre ses compétences et que nous puissions certifier qu'en fonction de telle ou telle compétence, il suffit d'un tout petit complément de formation pour lui donner la compétence d'un équipier VSAV. Ça ne me choque pas, bien au contraire. Par contre, en corollaire à cela, ça veut dire qu'il faut effectivement penser à individualisation de formation, et on retombe tout à fait sur les deux précédentes tables rondes. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit le professeur Amirati tout à l'heure. Ce n'est pas le diplôme qui montre la compétence. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire d'équivalence. Ce n'est pas le diplôme qui montre la compétence. C'est bien la compétence qui se montre d'elle-même. Or, mettre les gens en situation, les évaluer, ça, il faut pouvoir accepter d'être évalué quand on a un diplôme. Les évaluer pour dire, bah oui, finalement, tu n'as pas besoin d'être plus formé parce que tu sais faire et que donc tu peux venir, ou bah non, il te manque simplement ça, donc on te le donne et tu viens chez nous, me paraît la voie d'avenir. Et c'est vraiment sortir de cette pensée de dire, il faut du contenu, il faut enseigner du contenu, parce que si vous n'avez pas le contenu, enfin, je repense traditionnellement à une histoire d'échelle que je présente dans mon SDIS, savoir à quelle distance doit absolument se situer l'échelle pour pouvoir la monter, ça me paraissait un petit peu aberrant, pourtant c'est ce qui est enseigné, mais il y en a plein partout, hein, en secourisme on en a des tas. Ne plus penser à ça en disant il faut absolument qu'ils sachent ça pour être compétent, mais de dire montrez-nous ce que vous savez faire et on va voir si ça suffit pour pouvoir tenir l'emploi, me paraît complètement cohérent. Et je pense qu'on a tous à y gagner pour pouvoir passer d'une association à une autre, d'un organisme à un autre. On parlait tout à l'heure des AFGSU et on est pareil là-dedans. Montrez la compétence, si vous l'avez, eh ben on y va, on roule. Et c'est ça, c'est ces dispositifs de formation qu'il faut penser, ces dispositifs de professionnalisation, parce qu'on est dans la professionnalisation, même si on est bénévole et même si on est volontaire chez nous, on est dans des dispositifs de professionnalisation qu'il nous faut inventer et les RIF nous permettent de le faire à l'heure actuelle. Tout en gardant des RIC, parce qu'à la fin, la compétence est la même partout. Donc, on va là-dessus. Je voulais déjà remercier le commandant Testa pour ces éclaircissements qui nous permettront de répondre aux questions de nos formateurs. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant, je pense que la facilité de passer d'un organisme formateur A à un organisme formateur B par des reconnaissances de compétences serait facilitée par la proposition que faisait tout à l'heure Christophe Talmé, c'est-à-dire le travail entre associations sur des référentiels internes de formation et de certification, et le fait d'avoir une culture peut-être déjà, bon, c'était déjà le cas à présent, mais en tout cas maintenir cette culture commune, cette culture de travailler ensemble, au moins sur certaines bases, après que chaque organisme voilà, adapte en fonction de ses propres besoins, mais la démarche de travailler ensemble sur un référentiel ou sur un projet commun de formation peut-être serait de nature à faciliter les rapprochements qu'il pourrait y avoir à terme. Alors je suis complètement à l'opposé de cette vue, justement, parce que c'est pas parce qu'on a une formation commune qu'à la fin on pourra tenir le même emploi. Je m'explique. On peut avoir des formations fort différentes et aboutir à la même compétence. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait sur le terrain. Je crois que surtout ce qui va nous faciliter la tâche, c'est plutôt l'analyse du travail. Alors c'est vrai, excusez-moi, je suis un petit peu plus branchée analyse du travail de par ma formation autre que médecin. C'est vraiment l'analyse de travail et qui va nous permettre de dire mais quelle est la compétence souhaitée dans tel emploi. Et qu'on pense nos référentiels, pas nos référentiels de formation, mais plutôt nos référentiels de certification dans ce cadre-là. Je me fiche complètement de la façon dont les gens ont été formés. Ce qu'il m'importe, c'est montrez-moi, et par exemple dans ce beau VSAV que nous a présenté tout à l'heure le 71, montrez-moi ce que vous êtes capable de faire. Et puis si vous vous êtes formé sur le tas, je m'en fiche. Par contre, ce qui m'importe, c'est quand je vais t'avoir derrière moi dans le camion, est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que je sais que tu es compétent? Et c'est pas en travaillant sur un RIF commun, ça. C'est bien en travaillant sur mais qu'est-ce qu'on a en commun sur le terrain et comment est-ce que je vais certifier que quand on va faire monter quelqu'un dans le VSAV, alors c'est plus les ASM, excusez-moi, mais c'est l'autre terme. Ouais. Le VPSP. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que j'ai des invariants? Est-ce que effectivement,
prendre en charge un massage cardiaque dans un véhicule Croix-Rouge, dans un véhicule de la PC ou dans un véhicule pompier, c'est la même chose. Si oui, on met en situation, on voit que c'est pareil et on reconnaît nos compétences, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Travailler sur du RIF, c'est retravailler et penser encore la formation en termes de contenu et non pas penser la formation en termes de compétences. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour qu'on puisse effectivement, qu'il ne faut pas travailler sur des RIF communs. Par contre, travailler sur ce que nous avons en commun sur le terrain, ça me paraît beaucoup plus pertinent et probablement une voie d'avenir qui nous permettra après derrière de construire quelque chose qui va bien. Si vous voulez ajouter quelque chose, je dis, le seul bémol que j'y mets, c'est qu'à un moment donné, si on veut parler le langage commun, c'est-à-dire tous parler la même langue dans le domaine du secourisme, c'est une forme de gestuelle et de reconnaître ses compétences, il faut un minimum de fondamentaux. À un moment donné, il faut qu'à un moment donné, on sache que la personne qu'on va, entre guillemets, évaluer sur ses compétences pour qu'elle intègre tel ou tel camion, on se traduit, on parle la même chose. C'est ce que j'appelle les fondamentaux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la formation, il faut que la façon dont on s'est fait, je suis d'accord avec vous, hein, ça appartient à chaque association, mais on y retrouve les éléments essentiels et qui sont utiles à sauver quelqu'un. Autrement, si c'est complètement différent, ça va être compliqué je vais jusqu'au bout, hein, de dire les choses. Donc ça, voilà, c'est ce que j'appelle moi les fondamentaux, et c'est un peu le rôle des associations, selon la forme qu'elles choisissent, de permettre aux gens d'acquérir ces capacités. Les compétences, elles vont les apprendre sur le terrain, les partager avec les autres, et je suis d'accord avec vous. Ce qui est important, c'est que je suis capable d'intégrer tel dispositif, quel qu'il soit de l'un ou de l'autre, et qu'en co-accompagnement, tout simplement, le compagnonnage de la participation dans une activité de formation qui est vérifiée un petit peu avant permet de l'intégration sans passer par une formation. Là, je suis assez d'accord. À un moment donné, c'est juste une mise en conformité pour voir qu'on parle le même langage. Voilà ce que je voulais dire. Donc, c'était sur cette base-là. L'expérience que par elle-même transmise par quelqu'un, ce n'est que l'expérience de quelqu'un. Il faut aussi qu'on parle de même chose. Alors, je vous rejoins, mais là où justement, je dirais que la dernière réforme nous sert énormément, c'est d'avoir justement séparé la pédagogie du fond. Et il est hors de question que nous n'ayons pas le même fond. C'est évident. Puisque c'est l'état de l'art, et comme l'a précisé ma consoeur précédemment, le secourisme n'est jamais qu'une émanation de la médecine. Il est hors de question, pour prendre un autre parallèle que je connais un petit peu bien, que lorsque je suis face à un accouchement dans une situation, je ne le fasse pas de la même façon qu'une sage-femme ou que quelqu'un d'autre. Pourtant, nos formations ont été très, très différentes. Donc là-dessus, je vous rejoins complètement. Il faut effectivement que ces fondamentaux, si c'est cela que vous entendiez, soient les mêmes. Le massage cardiaque, il faut effectivement qu'il soit fait de la même façon, qu'on soit en bleu, en rouge, en blanc, en vert, en jaune. On est complètement d'accord. Ouais, je pense que on revient à ce dont on avait discuté quand on a préparé cette table ronde avec les différents intervenants, à savoir qu'il y a, et vous l'avez dit, je crois que c'est vous, Christophe Talmé, qui l'avez dit, il y a un métier que l'on doit acquérir, donc un ensemble de compétences qui sont contextualisées. Ça a été le propos des différentes tables rondes. Ces compétences, ces emplois se reposent sur différentes choses, et notamment sur des connaissances scientifiques, alors je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, mais ou des règles de l'art scientifique. Le docteur Cassan, nous a présenté les recommandations 2015, nous a expliqué que dans le massage cardiaque, on n'allait pas changer, par exemple, le rythme, par exemple, la profondeur des compressions thoraciques. Je pense que personne autour de cette table ne remet en cause le fait que demain, une association, au lieu de masser sur le rythme qui a été préconisé mondialement, va dire tiens, nous, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Les dérives que vous avez évoquées, Monsieur Talmé, sur les éventuelles différences de diplôme ou les éventuelles différences d'enseignement, elles vont plutôt porter sur des modules, sur des espèces de briques élémentaires de compétences, non? Alors moi, si vous parlez de ce que j'ai dit au départ, c'est pas ça que je disais. C'est parce qu'on a tendance à penser qu'on a la meilleure façon de faire, chacun dans sa partie. On pense que c'est nous les meilleurs, c'est pas forcément vrai. Et on répond à un besoin d'association, parce que je pense qu'on est tous pareils. On a un conseil d'administration qui détermine une stratégie, qui détermine des choses, et en même temps, on a l'État qui met des plans d'action. Il y a des réponses, des enjeux de santé à répondre aussi. Donc on détermine des plans d'action et on détermine une méthode, une façon de faire.
Et l'autonomisation que nous donne l'État, avant, ce que je voulais dire, c'est qu'avant la reconnaissance par un jury d'un diplôme, même si force de constater que quelqu'un qui passait un jury qui était reçu, c'est pas pour ça qu'il était meilleur que celui qui avait raté, tout simplement parce qu'il avait du stress. Hein, on est là-dessus. Donc le choix de jury ou pas jury, ça c'est un vieux débat, on ne va pas en discuter là-dessus, mais je crois que la formule qui a été choisie actuellement est la meilleure, même si on est obligé de faire des dossiers pédagogiques qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais je crois que c'est par obligation, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais si un jour on peut les supprimer, ce sera super, monsieur Testa. Ça évitera des débats sans fin. Mais je disais, juste en pensant qu'on est les meilleurs, ce qui me semblait important, c'est que je craignais, mais c'est juste une crainte, c'est un sentiment, que demain, en disant tu as été formé, comme ça se fait déjà avant, hein, un petit peu, tu as été formé à tel endroit, eh ben, tu refais chez moi parce que ça ne correspond pas à la façon de faire chez nous. C'est ce que je crains. Alors qu'on fait exactement, les compétences resteraient les mêmes. C'est la façon dont ça a été fait qui est changée, c'est tout. Hein. La compétence technique, elle reste la compétence technique. Elle doit être partagée, qu'on soit de la protection civile, de la SNSM, des pompiers ou ailleurs. À un moment donné, on se rencontre, on discute, on met en pratique, c'est bon, ça marche, on y va. Hein. C'est ça que je voulais dire. Et je crains que ça... voilà. Mais c'est juste une crainte. Mais cette crainte, et je crois que vous le soulignez très bien, elle est déjà du domaine du réel. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a certains organismes, et je mets derrière le terme organisme comment on appelle ça, une association ou une branche locale de l'association ou un bout du SDIS ou voilà, enfin, une autorité qui embauche, entre guillemets, ou qui recrute un volontaire. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a certains endroits où on nous dit non, tu viens pas parce que tu viens de là ou parce qu'on présuppose que tu viens de là et que tu as été formé de cette manière-là ou de cette autre manière. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas justement en train de dire que pour éviter ces écueils, il faudrait rentrer, alors là, je vais plus loin que ce que j'ai suggéré, il faudrait rentrer dans un vrai changement d'évaluation des compétences ou rentrer dans l'évaluation des compétences et pas rentrer dans la détention d'un diplôme? Le problème, c'est l'État. C'est qu'il faut se faire confiance. À un moment donné, il nous donne des responsabilités de former des gens. Et pour se protéger au niveau juridique, ne serait-ce que dans le milieu professionnel ou autre, on détermine d'avoir un papier qui prouve que la personne a bien été formée à. Mais ça ne prouve absolument pas qu'elle a les compétences, forcément. Enfin, donc c'est juste parce que... et on se protège derrière ça. Parce qu'il y a des exigences qui sont imposées par la loi. Je disais ce matin sur une table ronde, c'est pas par la contrainte des lois qu'on obtient les choses. On arrive à des dérives. Donc à un moment donné, il faut qu'on se fasse confiance. Alors ça, c'est un chemin qui se met en place. On a parfaitement confiance, mais avec ce que fait l'État. Mais voilà, il y a des règles administratives entre les différents ministères, entre le ministère de la Santé, le ministère du Travail, le ministère de l'Intérieur. On est sur des produits quasi communs et on ne se reconnaît pas. Donc on oblige des gens à refaire des tas de formations parce qu'il faut le fameux sésame, qui est un bout de papier, pour dire effectivement, tu peux. Mais ça n'a aucune influence sur la compétence réelle. Je réponds pas. Alors sur deux points. Le premier, quand j'entends dire aujourd'hui, entre des SDIS et des associations, où on me dit il y a une crise du bénévolat, une crise du volontariat, on ne trouve pas assez de monde, qu'on est encore capable de refuser quelqu'un qui est formé, qui vient du blanc parce qu'il va chez le rouge, et de dire non, on ne veut pas et on te reforme, je me dis que globalement, soit on est en train de me dire qu'il y a une fausse crise du bénévolat et qu'on manque de personnes, ou du volontariat, donc il y a encore trop de monde, on peut se permettre de sélectionner, continuer, je vous dis. Soit, dans le deuxième cas, c'est que la crise financière n'est pas encore assez saignante pour ramener tout le monde sur les réalités. C'est que vous pouvez encore dépenser de l'argent pour rien. Donc continuez, c'est le vôtre, c'est pas le mien. Pour ce qui relève des reconnaissances de diplôme et de quelqu'un qui va du point A au point B, il y a un dispositif qui existe depuis le 24 mai 2000, le 25 pour être précis, date de publication de l'arrêté. Il dit quoi? Il dit que quelqu'un qui a un diplôme, qui occupe une fonction, il doit être, pour pouvoir exercer, donc reconduit sur la liste d'aptitudes, évalué dans sa capacité à tenir sa fonction. Je conçois tout à fait que quelqu'un qui vienne d'un organisme A et qui aille dans un organisme B, toute qualité des deux organismes reconnus, on puisse se permettre de dire montre-moi ce que tu sais faire, comme le disait le docteur Pato, avant que je te dise monte dans mon engin. Mais ce dispositif, il existe depuis le 24 mai 2000. Si les organismes de formation et les autorités d'emploi
faisait l'évaluation, comme l'indique le texte, de la capacité de l'intéressé à exercer la fonction, ce problème se règle dès qu'il y a un transfert. Je t'évalue, tu es compétent. Article 14, je modifie la liste d'aptitudes, je la transmets au préfet. C'est réglé en une journée. Donc, ces problèmes ne relèvent certainement pas d'une problématique de l'État, mais de problématiques d'un autre niveau. Alors, c'est ce que je sous-entendais pour le coup. Est-ce qu'elle ne relève pas de la... Alors, je sais pas comment le dire sans tomber dans un écueil. Est-ce qu'elle ne relève pas d'un changement d'état d'esprit des équipes pédagogiques à se dire mon rôle en tant qu'équipe pédagogique, ça n'est pas uniquement de former les volontaires, les bénévoles, les salariés, donc de leur transmettre des compétences ou de leur permettre d'acquérir des compétences, mais c'est également de me mettre en disposition d'évaluer les compétences de manière à, premièrement, m'assurer que j'ai correctement évalué les compétences, parce qu'il ne s'agirait pas, je pense, d'évaluer en se trompant et donc de dire j'ai évalué, je pense que la personne a telle compétence et en fait elle ne l'avait pas. Et puis deuxièmement, de dégager du temps. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est du temps particulier? Est-ce que c'est du temps inscrit dans une formation initiale? Est-ce que c'est du temps inscrit dans une formation continue? Voilà. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui face à un état d'esprit, à un changement? On a parlé de changement de paradigme quand on a préparé cette table ronde. Est-ce qu'on n'est pas, à travers cette réforme, on ne va pas beaucoup plus loin que simplement... est-ce que le transfert de responsabilité ne va pas un cran plus loin que ce qu'on avait imaginé? C'est-à-dire qu'on transfère aussi la responsabilité sur la capacité que les gens ont à évaluer les compétences. Excusez-nous, on avait beaucoup de bruit derrière. Moi, je rejoins ce que j'applique, l'article, la loi du 24 mai, 25 mai, on ne sait plus, 2000, sur lequel où les gens... L'avantage de notre association, c'est une association nationale, donc ce n'est pas une fédération, donc ce qui est orienté par le national est développé de façon harmonieuse, on va dire, au niveau du terrain. Donc on applique cette règle de n'importe quel collègue qui vient de n'importe quelle association, de vérifier ses compétences, ne serait-ce que pour le sécuriser lui et sécuriser l'association. C'est toujours bien, ça permet de créer de liens, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, peut-être qu'il y a longtemps que cette personne n'a pas pratiqué, donc c'est bien de remettre les gens en situation, ça rassure la personne, et puis elle rentre en conformité avec l'association. Non, je ne pense pas que... Non, c'est une responsabilité des autorités d'emploi et des équipes pédagogiques, mais je pense que cette démarche de confiance, en tout cas chez nous, elle existe, et elle existe depuis longtemps, et elle a fait ses preuves. Moi, je ne vois pas beaucoup de changements, mais... C'est la même chose côté FNPC. On est capable aujourd'hui on a des équipes pédagogiques qui peuvent évaluer les compétences et dire effectivement tu es détenteur de tel ou tel diplôme. Néanmoins, je suis responsable. Alors on a parlé de sécurité, effectivement de sécurité de la personne qu'on va engager, sécurité de la personne qui va être secourue. On est capable d'évaluer ses compétences en disant eh bien, effectivement ce PSE1, ce PSE2, telle ou telle formation, le SAV1, enfin j'en passais des meilleurs. Je sais les reconnaître, alors non pas en termes de diplôme, mais en termes de compétences. Mais si on reprend l'exemple des PIC PAE, donc des formations de formateurs, c'est bien ce qu'on réalise aujourd'hui même. L'organisme A qui, dans son RIF PSC1, a écrit que la séquence numéro X, elle doit être faite successivement par telle technique pédagogique et telle technique pédagogique, alors que dans l'organisme B, ce n'est pas tout à fait les mêmes techniques dans le même ordre. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on accueille ce nouveau formateur qui a été formé dans l'organisme A, on lui remet notre RIF de l'organisme B, et on lui dit, écoute, voilà, on va l'étudier ensemble, est-ce que tu as des questions, et puis mets-toi en situation, et voilà, qu'est-ce que tu sais faire? Et la transposition des compétences génériques de formateur, on est capable d'évaluer s'il est capable d'appliquer le RIF de l'organisme B. Donc je pense que l'arrêté du 24 mai 2000, en ça, on l'applique, notamment dans le cadre des formations de formateurs, donc PIC PAE. J'ai pas le sentiment que ça représente un grand changement avec ce qui se passait déjà. En fait, dans le cadre de la formation continue, quand un nouvel arrivant dans une association ou un organisme venait, ça se passait déjà comme ça, et ça se passait très bien.
Alors, ça se passait très bien. Enfin, moi, je ne vais pas faire d'angélisme pour le coup. On entend quand même encore. Allez-y. Par ailleurs, je ne pense pas non plus que ça soit une plus grande responsabilité. La responsabilité, elle était déjà là. L'association, l'organisme avait déjà la responsabilité de s'assurer que les gens aient les compétences d'eux avant de les employer. Alors, ok, donc ce que j'entends, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que les formateurs et les équipes pédagogiques sont capables d'intégrer ça. Alors, comment se fait-il? Parce qu'on le voit quand même encore, sans faire d'angélisme, on voit encore des organismes qui, sous prétexte que l'on vit... Alors, sous prétexte, peut-être pas sous prétexte, d'accord, mais qui refusent ou qui demandent à des gens déjà formés d'être reformés sans même avoir évalué leurs compétences. Ça se voit encore. Non, pas chez nous. Bah, peut-être la peur, peut-être l'appréhension ou peut-être la difficulté à appréhender le changement induit par la nouvelle approche pédagogique et par la nouvelle réforme, PIC PAE, ces nouvelles filières. Moi, je pense que alors, après, il y a le chemin de la communication est compliqué. En tout cas, je parle chez moi. À un moment donné, quand vous dites quelque chose à un endroit pourtant bien expliqué, adapté, on sait bien en tant que formateur ce que ça veut dire, passer un message. Il faut s'adapter à son public et pas l'inverse. La déformation qu'on en fait dans le cheminement, hein, qui arrive au bout de la délégation X et Y, parfois est interprétée et adaptée en fonction de la personne qui la reçoit. Donc il y a aussi ce travail à faire, ces autorités de l'emploi, mais ça existe. Hein. Mais en tout cas, je parle de mon organisme, on est bien d'accord que quelqu'un qui souhaite réintégrer un dispositif à la Croix-Rouge française, et ça fait 14 ans qu'il n'a pas, ou ne serait-ce que 2 ans qu'il n'a pas pratiqué, on se sent, nous, par respect pour la personne elle-même et pour l'association, parce qu'on a quand même des comptes à rendre à l'État et dans nos interventions, on l'oriente sur une formation, ça c'est clair. On peut pas percevoir en permanence et retenir en permanence des choses qu'on ne pratique pas, surtout dans le domaine du secourisme. Donc la simple formation continue de 2 heures autour d'un mannequin ne suffit pas à régler le problème de la compétence sur le terrain. Donc nous, en tout cas, ça peut être ça. Hein. En tout cas, on explique bien, on est pédagogique avec la personne, c'est pas une contrainte, elle fait ce qu'elle veut. Mais en tout cas, si elle veut participer à nos activités et que ça fait un certain nombre d'années, je parle bien d'années, hein, qu'elle n'a pas pratiqué, surtout que ça évolue très vite, on l'engage sur repasser une formation sans passer d'évaluation forcément. D'évaluation certificative, il faut parler technique. Mais en tout cas, on l'engage et on l'accompagne. On ne permettra pas à une personne d'aller au carton, excusez-moi l'expression, et on n'intégrera pas quelqu'un qui, pour le bien de notre association, risque de nous mettre en danger. Donc ça, c'est sûr. On est sur ce schéma-là. Alors après, l'interprétation qu'il y en a derrière, le monde est humain. Hein. Commandant Testa, vous voyez réagir. Oui, sur ces organismes qui, soi-disant, reformeraient la personne sous prétexte qu'elle vient de A pour aller vers B. C'est la parfaite démonstration d'un organisme qui n'a rien compris à ce que veut dire le mot compétence. Il faut être très clair. Comme le disait M. Talmet, comme ça a été dit tout à l'heure, auparavant, un individu vient d'ailleurs, je regarde s'il sait faire. C'est pragmatique. Là, on est sur la compétence. Il faut tout à fait admettre qu'un individu qui vient d'un dispositif extérieur, il faut aussi qu'il s'adapte. Il peut le faire par lui-même et appréhender ces changements, et de facto, il va se mettre de suite dans le moule, parce que ses ressources personnelles vont lui permettre de faire. D'autres vont avoir besoin, en revanche, éventuellement, qu'on les aide et qu'on les forme, ou qu'on les accompagne pour ça, peu importe le reste. Quelqu'un qui rentrerait dans une démarche disant systématiquement, comme tu viens de A et que tu viens chez B, je te reforme, là on a le parfait exemple de ce qui a été mis en place pendant 20 ans, des répétiteurs qui, comme ils n'ont pas appris à répéter, on considère que comme ils n'ont pas été formés pour répéter, ils ne savent pas le faire et à l'apprendre par eux-mêmes. C'est l'absence même, c'est nier la notion de compétence et de la capacité de quelqu'un, ici, tout seul, d'être capable de faire quelque chose sans qu'on lui ait appris. Ce qui est quand même assez surprenant. Enfin, moi, ça me fait bondir quand j'entends des choses pareilles. Alors qu'en plus de ça, les passerelles juridiques, cette permissivité, elle existe depuis 2000. Ça fait 14 ans. Donc là encore, oui, qui forment, libre à eux. Mais foncièrement, ça veut dire que pour moi, je m'interroge. Quand j'entends ce genre de choses et quand j'identifie ce genre d'organisme, à l'État, je sais que dans les 15 ans, normalement, il n'existera plus. Je n'ai aucun souci là-dessus.
parce qu'il n'est pas capable de passer ce cap-là. Est-ce que cette réforme, pour terminer sur une note positive, parce que je crois que c'était ça en définitive, est-ce que cette réforme, ça ne donne pas aussi cette nouvelle responsabilité dont vous parliez, commandant Testa? Est-ce qu'en donnant cette responsabilité-là, on ne rappelle pas aux équipes pédagogiques, alors que ce soit des équipes nationales ou la redescente dans les différentes représentativités locales, on ne redonne pas justement aux équipes pédagogiques, on ne rappelle pas aux équipes cette responsabilité pédagogique? Et je parle bien de responsabilité pédagogique. Alors moi, je vais répondre et poser une question à l'État. J'ai entendu ce que disait mon collègue de la protection civile, pardon. Il y a un organisme qui existait avant, qu'il fallait réformer de toute façon parce que ça devenait un petit peu bizarre. Ça s'appelait l'Observatoire national du secourisme. Ça avait un seul avantage, c'était de se côtoyer, de parler des mêmes sujets ensemble et d'évoluer ensemble et de définir des règles. C'est sûr que ça, avec les années, ça a dérivé et que c'est devenu parfois un rendez-vous théâtral, sans aboutissement particulier. Et je pense que de l'avoir, entre guillemets, supprimé brutalement et remis en place selon une autre forme, au moins ça a été remis en place, ça permet d'échanger, parce que les échanges par mail, par texte, par tout ce qu'on veut, ça n'a pas la même application que les yeux dans les yeux, quand on s'explique entre associations. Donc mon commandant, s'il vous plaît, cet organisme avait un intérêt, certes, dans la dernière forme on l'a vécu un peu complexe, mais un vrai intérêt en tout cas dans les équipes de formateurs d'échanger et d'avoir des évolutions techniques, de partager les choses, de se contredire parfois, mais de partir sur les mêmes sujets. Voilà, c'était l'intérêt de se rencontrer, et je pense que c'est important de se rencontrer et pas uniquement par mail. Alors j'entends, vous l'avez déjà dit 10 fois qu'avant c'était complexe, etc., tout ce que vous voulez, mais ça avait quand même une réalité, et que je vous invite fortement, si je sais que vous l'avez remis en place d'une façon ou d'une autre, mais à reconsidérer cette chose. Voilà, c'est la question que je vous pose, je connais déjà votre réponse, mais il fallait la poser. Vous vouliez une note positive pour finir, ça va être loupé. Je vais répondre à votre question sur les EPN. Réponse, non. Ce n'est pas aux EPN qu'on remet de l'autorité, qu'on redonne de l'autorité. Certainement pas. C'est à l'autorité d'emploi, donc à l'association, pour qu'elle ait sa liberté de manœuvre, et c'est elle qui va donner ses ordres, enfin, ce qu'elle veut, ses attendus, voilà, à ses équipes pédagogiques. Ce n'est pas le pédagogue et ce n'est pas le formateur ni le concepteur qui doivent être les maîtres à bord. Sinon, on va conduire l'ensemble du dispositif sur des dérives. Le formateur, c'est un ayatollah, un technicien, quelqu'un qui aime la perfection. Donc, il va vouloir toujours plus en quantité, en moyens, etc. Il faut qu'il apprenne, et c'est le boulot des concepteurs qu'on a mis en place, à faire un régime contraint. Et la contrainte, elle vient du chef, de l'autorité d'emploi. Donc, c'est à eux que l'État, qui a offert un agrément, enfin qui a délivré un agrément, leur dit « Vous avez la responsabilité de son usage et de son bon usage. Maintenant, vous l'usez en interne, comme vous en entendez, dans le respect de la réglementation. » Pour ce qui est de l'Observatoire national du secourisme, premier point. 1. L'Observatoire n'a pas été supprimé. Preuve en est, c'est que le Premier ministre a choisi de le reconduire. Oui, depuis 2 ans, alors je ne veux pas dire le contraire, il n'a pas été réuni. Preuve en est, c'est moi qui le réunis. Donc non, il n'a pas été réuni. Il a fini un cycle de travaux très conséquent. À un moment, je fais avec les moyens que j'ai, donc j'anime des travaux. Une fois que j'ai des travaux, il faut bien que je les porte en publication pour que vous, derrière, vous en ayez l'usage. On vient de terminer le cycle de publication cette semaine, puisque les PSE sont sortis. Donc là, on a un ensemble quasi cohérent, à un petit détail près, la formation continue, qu'il faut qu'on finalise. Maintenant, on relance un cycle de travail. L'observatoire a été désigné. L'arrêté devrait paraître, je pense, je ne vais pas dire la date parce que j'ai horreur des dates, vous le savez très bien, mais sous peu. L'ordre du jour de cet observatoire, il est déjà prévu pour les 18 mois à venir. Donc leur fiche de route, elle est tracée. L'objet, en revanche, qu'on soit bien clair, la pédagogie et la formation étant redonnées aux organismes, cet observatoire, il ne va plus du tout s'intéresser à la formation. Il va s'intéresser à autre chose. Il va remettre en place des dispositifs juridiques qui vont permettre aux citoyens engagés que vous êtes dans les associations d'avoir des couvertures claires, précises en cas d'intervention qui se passerait mal, etc. Il va donner aux organismes des grilles, des cahiers des charges à terme sur les différents types d'agréments. Ça, c'est le travail du haut.
ces organismes les déclineront vers le bas en disant pour atteindre ça, on va mettre peut-être des formations en place, des moyens ou une façon de travailler. Ça va être leur problème. L'État aura donc écrit la doctrine. Pour ceux qui l'attendaient, elle arrive. L'Observatoire, à la différence de ce qui a été connu, ne sera plus réuni avec pléthore de gens qui venaient au ministère pour recueillir de l'information. Il sera réuni dans un volume très restreint, 17 personnes, comme le prévoit le décret. Pourquoi ? C'est pas une volonté de ma part, hein, c'est le droit qui a évolué entre-temps. Un observatoire, une commission, ne peut être, depuis 2006, constitué que strictement des membres qui sont prévus par le texte qui la fonde. 17, chez moi, c'est 17. C'est pas 22, c'est pas 16. Terminé. En revanche, j'admets tout à fait, et j'entends que depuis 1 an et demi, 2 ans, il y a beaucoup moins de réunions, beaucoup moins d'échanges qui peuvent être faits entre les organismes et l'État. J'entends que cet échange-là. Entre les organismes, ça ne relève pas de la compétence de l'État que de dire aux gens, vous devez discuter entre vous. Ça, ce n'est pas mon travail. Mon travail, je le conçois, et il est prévu dans la réglementation, il est de porter l'information et de recueillir les besoins ou autres. Ce texte, il existe toujours. Ça n'a jamais été l'Observatoire national du secourisme. C'est l'arrêté du 8 juillet 92, article 11, qui prévoit que l'État, en tant que de besoin, peut réunir les représentants des associations de secourisme ou d'enseignement du secourisme pour échanger, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, en revanche, ça va être reconduit. Maintenant que le dispositif est fini, ça va être reconduit à 2 niveaux, déjà pour informer de différentes évolutions réglementaires et pour avoir les premiers retours sur quelque chose qui est en place depuis 1 an et demi et, comme je le disais, gommer d'éventuels défauts qui commenceraient peut-être à apparaître avant que ça devienne des boulets à tirer. Est-ce que ça répond à votre question ? Merci. Mais on en discutera. Bien, nous arrivons à la fin de cette table ronde. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bonjour. Concernant la filière fort, est-ce qu'il y aura des équivalences ? Est-ce qu'elle existe toujours ? Alors, la filière fort actuellement, j'ai pas vu qui avait posé la question. Ah, d'accord. Alors, la filière fort en ce moment, donc dans cette salle, ceux qui ne savent pas, c'est la filière des formateurs au sein des SDIS qui est créée par le Centre national de formation de la fonction publique territoriale. La filière fort est en refonte. Les travaux ont commencé au deuxième semestre 2014 et devront être rendus au mois de juin 2015. En l'état actuel des travaux, et effectivement je peux en parler puisque je fais partie de ce groupe de refonte, en l'état actuel des travaux, on n'en est pas à penser les équivalences. On n'en est pas à imaginer cela. Il a fallu déjà réfléchir sur ce qu'était justement le concept de compétence pour qu'on soit tous d'accord sur ce qui se passe et réfléchir à comment on allait sur des textes qui pour nous dataient de 2000 puisque la formation des formateurs servait au sein des SDIS à tout autre domaine que le secours à personne. Il fallait réfléchir sur ce qu'on en faisait et comment on la faisait évoluer. Donc il est encore un petit peu précoce pour parler d'équivalence. C'est quelque chose qui reste présent dans la tête de tous les gens qui sont autour de la table, et il y en a pas mal, de savoir comment est-ce qu'on va passer d'un dispositif à l'autre pour justement ne pas reformer inutilement des gens, mais bien rester sur de la compétence et voir comment on va passer du dispositif ancien, du pool des formateurs que nous avons au sein de nos SDIS, et je parle bien du pool des formateurs, toutes étiquettes confondues, qu'ils soient incendie, DIV ou SAP, dans le futur dispositif fort. Donc on y pense, c'est inscrit dans notre cahier des charges, je dirais, dans notre lettre de mission. C'est encore un petit peu précoce pour y penser, mais en tout cas c'est pris en compte. On va voir fin du premier semestre ce que ça va donner. Bien. Eh bien, je vais conclure, moi, sur une note positive, parce que ce que j'ai quand même entendu autour de cette table ronde avant de la libérer, c'est que le désengagement de l'État tel qu'il a été de manière un peu simpliste présenté, c'est surtout un transfert de responsabilité. J'ai entendu Fabien Testa inviter l'ensemble des acteurs qui font aujourd'hui le paysage de la sécurité civile ou du secourisme en particulier à se réunir sans attendre en définitive une convocation formelle. On a entendu les craintes des uns et des autres autour des éventuelles dérives, et je parle au conditionnel puisque ce ne sont que des inquiétudes.
Et visiblement, aujourd'hui, il y a toute la liberté, toute la responsabilité nécessaire fournie par l'État pour les différents acteurs pour ne pas tomber justement dans les différents travers. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Cela conclut donc cet après-midi. Et puis je vous donne rendez-vous dès demain matin pour un autre cycle de table ronde. Merci bien.